Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Vigo TV en direct du service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière. Je suis le docteur Aline Frazier, rhumatologue. Vous connaissez peut-être déjà le principe de notre émission. C'est une émission qui est basée avant tout sur les questions que vous pouvez vous poser sur les thématiques qu'on vous propose et qui vont nous servir ensuite à interroger un expert sur le sujet. C'est Clémence, ma collègue, qui nous aide. Bonjour, je suis Clémence de Maison, coordinatrice des programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie, entre autres. Et donc j'ai bien réceptionné toutes vos petites questions par email en amont que je poserai à notre expert tout à l'heure. Voilà, et nous sommes accompagnés à la technique de Vasken Simsek. Alors aujourd'hui, une thématique importante en ce mois de novembre dit mois sans tabac. J'allais dire la problématique, mais je crois qu'il faut plutôt que je dise les solutions que l'on a face au tabac. C'est en tout cas ce que tu nous as appris. Docteur Wajdi Metelli, addictologue à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On rentre directement dans le vif du sujet ? Eh bien ouais, on va commencer d'abord par quelques informations et les grands messages que tu souhaites nous passer. Et puis ensuite, on reviendra sur toutes les questions. N'oubliez pas que vous pouvez tout envoyer, et je les recevrai sur mon téléphone, dans le chat sur YouTube. Et on pourra rajouter les questions qui vous viennent au fil de cette discussion. C'est parti. Eh bien allons-y. Effectivement, en fait, moi ce que je veux vous transmettre, c'est le plaisir de se libérer du tabac. C'est le titre et c'est de ça dont on parle. On parle beaucoup du plaisir potentiel de fumer, mais le sujet, c'est vraiment de trouver des solutions et de savoir comment on peut faire. Ce qui n'est pas évident ou pas intuitif, et on va essayer de détricoter un peu tout ça. Il faut savoir qu'en fait, c'est avant tout cette notion de volonté, de manque de volonté quand on n'arrive pas à arrêter de fumer. Ce n'est pas forcément le bon message, c'est même plutôt le mauvais. Parce que ça sous-tendrait l'idée que ceux qui ne parviennent pas à arrêter de fumer manquent de volonté. Et en réalité, l'addiction, c'est une compulsion mentale, c'est un comportement que la personne ne parvient pas à contrôler. La cigarette, de la même façon que d'autres addictions, l'alcool, ou même les opiacés, ou n'importe quoi. Donc, il est important de bien retenir que ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est aussi une question d'accompagnement, de méthode, de solutions et d'informations, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous n'oublierons pas évidemment que nous arrivons après plus de 70 ans de désinformation, de banalisation et de normalisation du tabagisme dans notre pays, mais partout dans le monde, avec une stratégie extrêmement agressive de l'industrie du tabac. Donc il y a beaucoup de messages erronés, le fait qu'on ne peut pas fumer avec un patch par exemple, le fait que la vape c'est quelque chose de très dangereux sur lequel on n'a pas de recul. Il y a beaucoup de messages de désinformation et il convient, et c'est le rôle de ces émissions ou le rôle de chacun des médecins, pas seulement les addictologues, tous les médecins sans exception, tous les soignants, vous-même pour vos proches, de tout faire pour essayer de réinformer les gens, ne pas normaliser le tabagisme, essayer de faire en sorte, et tous ensemble, je pense qu'on pourra avancer sur ça. Donc, comme je vous disais, on essaye de tout faire pour réinformer les gens. Il y a des documentaires d'information qui sont très synthétiques et très utiles pour permettre de comprendre tout cela. Le coût social est important, ça beaucoup de gens ne le savent pas, beaucoup de gens pensent que les taxes rapportent beaucoup d'argent à l'État, que l'État est très gagnant, que nous sommes tous gagnants dans cette histoire, ce qui est absolument faux. Ça coûte très cher à tout le monde et le coût environnemental est absolument catastrophique. Beaucoup de gens sont très surpris quand je leur dis qu'en France actuellement, on a plus de 1300 mégots jetés par seconde. Ouais, par seconde, ce qui est quand même faramineux. Et en termes de développement durable, de déforestation, maintenant on est quand même tous préoccupés par l'état de la planète. Je pense que là on a un enjeu réel, important, sur lequel je pense qu'on peut tous être d'accord. Alors les bénéfices, il y a des bénéfices pour tout. Je ne vous parlerai pas des risques. Non, je ne parlerai pas de problématiques, Aline, non. Que des bénéfices. Il y a des bénéfices. Tous les patients, toutes les personnes, tous les collègues, tous ceux qui ont réussi à se libérer du tabac. J'ai moi-même réussi à me libérer du tabac il y a plusieurs années. Je vais bientôt fêter mes 11 ans sans tabac. Voilà, pour partager ça avec vous. Et pour tout vous dire, c'est vraiment un grand plaisir de se libérer de ça pour plein de raisons et il y a bien des égards par rapport à la liberté, l'argent, la sexualité, le bien-être, l'énergie, l'autonomie. Donc tous les patients le transmettent et le disent.
Et je pense qu'il est important de relayer ce type de message plutôt que de parler de « oui, vous allez mourir, vous allez faire un AVC, vous allez avoir une aggravation de vos troubles ». Voilà. Donc, tout est publié, validé, donc, clairement, avec beaucoup de publications qui sont faites sur le fait qu'il y a beaucoup de bénéfices à interrompre sa consommation. Des bénéfices à court terme, donc rapides. Beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre longtemps avant d'avoir des bénéfices. Ce n'est pas vrai. Très rapidement, déjà au bout de quelques heures, une journée, le taux de monoxyde de carbone diminue, puis le monoxyde de carbone n'est plus dans le sang. Très rapidement, on a des bénéfices au niveau du souffle, au niveau de la respiration, au niveau du risque cardiovasculaire, au niveau de l'inflammation, au niveau de l'efficacité. Il y a beaucoup de bénéfices rapides. Il y a aussi évidemment des bénéfices qui s'accumulent dans le temps, des bénéfices à long terme. Donc les bénéfices rapides, des bénéfices à long terme. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que ce n'est pas une question de durée d'exposition. C'est-à-dire que quel que soit l'âge auquel on arrête, quel que soit le moment, l'argent n'est pas plus important, enfin peut-être qu'on en a moins quand on est plus jeune, mais en tout cas, dans tous les cas, l'argent a cette valeur, le bien-être, l'odeur, et je peux vous faire toute la liste, vous l'avez ici. Donc, évidemment, donc on a parlé d'argent, on va se demander comment faire. S'autoriser le changement n'est pas évident, ce n'est pas simple, c'est une décision qui est parfois difficile, et il faut se poser des questions simples, ne pas se mettre de contraintes. Moi, je sais que dans mes consultations, et donc je ne sais pas, on en a déjà parlé à Aline, et on en a parlé aussi quand j'ai fait les formations en ETP, j'insiste sur les « il faut »,« je dois », la contrainte. Ce n'est pas la bonne solution. La contrainte ne fonctionne pas aussi bien que le bénéfice sur le gain. Se poser la question de pourquoi je changerais, pourquoi je m'engagerais dans ce processus, quelles sont mes motivations, et chacun aura ses motivations. Donc il n'y a pas de règles pour tous. Que, voilà. Après, il y a des solutions partagées. Les solutions partagées, c'est potentiellement, et c'est souvent, la substitution nicotinique. J'insiste, quand on parle d'arrêter de fumer, on ne parle pas d'arrêter la nicotine. C'est très difficile d'arrêter brutalement la nicotine. C'est possible, ça a un nom, ça s'appelle le cold turkey, c'est l'arrêt brutal du tabac sans aucune substitution, ça existe. Ça peut fonctionner, mais statistiquement, ça fonctionne moins bien. Et en plus de cela, c'est quand même pénible. Les symptômes de sevrage à la nicotine sont pénibles, difficiles. Donc, avec une substitution nicotinique adaptée, ça va mieux. Il y a du choix. Et maintenant, la bonne nouvelle, beaucoup de gens ne le savent pas, les traitements de substitution nicotinique sont remboursés à 65% donc, par la sécurité sociale. Et avec une mutuelle, donc, on atteint, comme de l'Augmentin, de Doliprane ou n'importe quel autre médicament, un remboursement à 100%. Et donc les bénéfices sont identiques, on arrête la cigarette, même si on a de la nicotine, c'est... Effectivement, parce que le problème, ce n'est pas la nicotine. La nicotine, c'est le support de l'addiction, principalement quand elle est délivrée par la cigarette sous forme de combustion avec l'ammoniac et tout ce qui va avec. Mais le plus important, c'est la combustion. Ça veut dire d'arrêter d'inhaler les produits de la combustion. C'est ce qui entraîne tous les bénéfices sur l'inflammation, l'anxiété, le sommeil, etc. Évidemment, c'est contre-intuitif, parce qu'on se dirait « Tiens, quand j'arrête de fumer, je suis nerveux, je ne me sens pas bien ». En fait, ce qui entraîne les symptômes de sevrage, c'est l'arrêt de la nicotine. Ce n'est pas l'arrêt de la cigarette. Donc, quand on arrête la cigarette en ayant une substitution nicotinique adaptée, à posologie, avec des doses suffisantes, une bonne posologie, c'est-à-dire par exemple un paquet de cigarettes, ça peut être l'équivalent de 2 patchs de 25 mg, ce qui n'est pas forcément évident. Beaucoup de pharmacies diraient un paquet de cigarettes, un patch de 25. Ouais. C'est ce que tu pensais avant. Mais en fait, non. C'est pas suffisant. Et si ça n'est pas suffisant, si la personne, le fumeur, n'est pas soulagé, forcément, ça n'est pas favorable, ça ne fonctionne pas. Parce que les symptômes de manque sont toujours là. Donc il faut savoir se donner les moyens, et notamment donner des traitements oraux, des formes orales, les gommes, les pastilles, les comprimés sublinguaux, ou toute forme, les inhaleurs, les petits inhaleurs en plastique, là, ou les sprays, ou toute forme, qui sont remboursés, alors, par contre, si c'est prescrit. Et c'est important, vous pouvez aller voir des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, vos dentistes. Donc il y a un élargissement du nombre de prescripteurs. Les médecins du travail, maintenant, peuvent prescrire les traitements de substitution nicotinique. Donc il ne faut pas hésiter, les sages-femmes aussi. Donc c'est important, il y a de plus en plus de prescripteurs et il faut en profiter. Mais du coup, excuse-moi, mais si je mets un patch et que je mets une gomme... Et un deuxième patch, parce que, imaginons que je fumais un paquet de cigarettes, ça ne va pas faire beaucoup, trop, alors, je ne vais pas être en sur... justement, c'est de ça dont on parle. Merci. La transition avec cette slide. En fait, effectivement, je vais passer la slide suivante, puis je vais revenir.
quand on veut substituer un patient correctement, ou une personne qui fumeuse, quelle qu'elle soit, si on se donne les moyens d'amener la personne près de la zone de confort, celle qu'elle recherche quand elle fume, ça lui évite d'être dans la zone du bas, comme vous voyez, où elle est en manque. Si la personne est correctement substituée, du coup, elle ne se sent pas en manque. Mais elle peut fumer. On peut fumer avec un patch, après tout. Rien ne l'empêche. Mais il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, l'afflux de nicotine lié à la cigarette entraîne un léger surdosage, ou un surdosage, et qu'elle ne se sente pas très bien, d'où le petit émoticône vert, effectivement, le surdosage, et je reviens sur la slide d'avant, c'est désagréable. Alors, par contre, il n'y a pas d'effet indésirable grave. On ne va pas en réanimation pour ce qu'on a fait en surdosage à cause en nicotine. Patch et d'une cigarette. N'exagérons rien, ce n'est pas de la morphine, ce n'est pas un médicament qui a ce profil de dangerosité. Par contre, il s'avère que nous sommes tous à peu près unanimes, ceux qui travaillons sur le sujet, la majorité des gens qui bénéficient de traitements de substitution nicotinique sont le plus souvent sous-dosés. Donc il faut savoir se donner les moyens. Et c'est aussi pour ça que, nous allons en parler, la vape, on va en parler juste après, est un outil très plébiscité par les fumeurs. Pourquoi? Parce que ça permet une auto-titration de la nicotine, à l'instar de ce que fait la cigarette. Et donc c'est un outil de réduction des risques efficace. Dans tous les cas, le mieux, c'est d'être accompagné. Le fait d'être accompagné augmente fortement les chances de réussite, de bénéficier de consultations de tabacologie. Sur le site Tabac Info Service, vous pouvez bénéficier de toutes les informations sur le sujet, n'est-ce pas? Et c'est important. Mais vous avez aussi la possibilité, sur le petit onglet « Je trouve un tabacologue », en mettant votre adresse, de trouver toutes les consultations de tabacologie à proximité de chez vous. Pour les personnes qui préfèrent, par exemple, un suivi par téléphone, il est possible d'avoir le numéro gratuit 3989 avec des consultations donc, de tabacologie régulières. Et il est très utile de pouvoir bénéficier du coaching des applications smartphone, notamment l'application Tabac Info Service, qui est parfaitement gratuite et parfaitement disponible et très utile parce qu'elle envoie des informations de coaching et qui permettent de renforcer la dynamique. Parce que quand on voit l'argent qu'on gagne, le nombre de cigarettes non fumées, les bénéfices qu'on a, forcément, ça renforce la stratégie et la dynamique. Donc, je vous ai dit que je vous parlerai de la vape. La vape, pas de monoxyde de carbone, pas de combustion, pas de particules solides. Et donc, forcément, des bénéfices importants. Quand on fume du tabac, il y a une exposition passive liée au fait qu'on exhale la fumée, d'accord? Parce qu'on n'absorbe pas la fumée, ou peu la fumée, on exhale. Et quand on fume, par exemple, à l'intérieur, on va réinhaler ce qu'on exhale et on va exposer les autres tabagismes passifs. Avec la vape, il y a peu d'aérosols et peu de nicotine exhalée. Donc, du coup, vu qu'on l'absorbe plus, et du coup, le vapotage passif est très limité. Ce d'autant, vu qu'il n'y a pas de combustion, on prend beaucoup moins de risques avec ça. Alors, il est évident que, je répète, ça n'est pas dénué de risques. Le mieux, c'est de respirer de l'air. Et encore mieux, d'aller respirer de l'air en Savoie. C'est évident. Oui, on sera manger une raclette après. On sera à peu près tous d'accord sur le sujet. Et voilà. Bon. Mais pour autant, c'est comme son nom l'indique, une réduction des risques. Je vous ai mis une petite revue de littérature. Quand tu dis la vape, la cigarette électronique, la vape, c'est... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est deux termes de... Voilà. Et je ne parle pas des puffs, on est évident. Les puffs, les puffs, les petits dispositifs... les petits que les jeunes comme ça là. Exactement, les petits dispositifs parfumés qui vont, je l'espère, très prochainement être interdits. Parce que c'est un produit d'appel pour les jeunes, c'est une évidence. Ce qui sont le bubble gum, les choses comme ça. Exactement. C'est comme les prémix pour l'alcool, ce sont des produits d'appel pour les jeunes. Alors que des dispositifs de vape existent, donc voilà. Et c'est une hérésie au niveau environnemental. Donc, il n'y a aucune raison. La vape existe, il y a des magasins. Pas mettre dans le même panier. On a la chance en France d'avoir des normes AFNOR et des normes sur le sujet de réglementation. Donc, voilà, dans ce contexte-là, oui. Mais pas au marché noir, pas dans la rue. Et il vaut mieux éviter ça. Je tiens à partager ce petit texte, je vous laisse le lire, du professeur Bertrand Dotzenberg, que je salue, qui est pour moi un mentor et quelqu'un qui a beaucoup contribué et merci pour tout ce qu'il a pu faire sur le sujet. En tout cas, il insiste sur le plaisir d'arrêter de fumer. Je partage cette opinion avec lui. Le plaisir de se libérer de cette addiction, de ne plus être obligé de sortir dans le froid pour fumer, de ne plus avoir ce caractère impératif. J'ai beaucoup fumé longtemps. Ce manque là, qu'il peut avoir un peu. Je sais de quoi je parle. C'est quelque chose vraiment
où on est convaincu qu'il y a un certain plaisir, alors qu'en fait, avec du recul, après coup, beaucoup de patients que j'accompagne et beaucoup de personnes qui ont réussi à arrêter de fumer sont tous unanimes pour dire qu'en fait, non. Ouais. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on arrête de fumer, au bout d'un certain temps, le nombre de récepteurs nicotiniques diminue petit à petit, le récepteur acétylcholinergique à la nicotine, et donc, il y a une normalisation du circuit petit à petit, et donc, c'est favorable. La craving, c'est-à-dire les envies de fumer diminuent, le côté comportemental et cognitif associé à l'addiction diminue, et donc, plus le temps passe, et le temps est un allié, et plus ça marche. Et moins on a ce risque de retomber dedans. Voilà. Exactement. D'accord. C'est surtout au début que le risque est très élevé. Ok. Et ensuite, progressivement, le risque diminue. Il n'est pas nul. Voilà, il est évident qu'il n'est pas nul, mais avec le temps, il diminue de plus en plus. Je tenais impérativement à parler de la stratégie Lieu de santé c'est tabac, qui est pilotée et coordonnée par le réseau de prévention des addictions, le RESPAD, que je salue aussi. Et donc, c'est très important. Dans notre hôpital, on a cette stratégie sur l'ensemble de la PHP. On a une stratégie ambitieuse. Alors, certes, beaucoup de gens qui fréquentent les hôpitaux de la PHP peuvent se dire « Tiens, il y a encore beaucoup de fumeurs, etc. » Il y a des fumeurs, c'est évident, il y aura toujours des fumeurs, mais on avance pour mettre des signalétiques, pour mettre des informations, pour proposer des solutions, des substituts nicotiniques, des consultations. Et donc, tous ensemble, je pense qu'on avance dans la bonne direction pour la propreté, le développement durable. Et je peux vous faire l'ensemble de tout l'argumentaire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, on va passer. Alors je commence peut-être sur les questions qui avaient été envoyées en amont, et puis s'il y a d'autres qui arrivent, on te les posera sur la suite. Alors on a entendu que le mois de novembre c'était le mois sans tabac. Donc la première question qu'on a reçue, c'est qu'est-ce que le mois sans tabac? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est gratuit? Alors le mois sans tabac, donc c'est un mois. C'est inspiré de Stop Tobacco, c'était en Angleterre. On a reproduit ou adapter ça en France. Et donc, c'est une stratégie, comment ça s'est piloté aussi par le RESPAD et Santé publique France et donc l'ensemble des instances pour avoir une opportunité d'augmenter fortement les chances d'arrêt du tabac, de se libérer du tabac pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances de pouvoir se libérer du tabac. Et en plus, c'est l'occasion nous on a fait un stand aujourd'hui à la Riboisière, de pouvoir partager des informations, donner les informations sur, comme ce qu'on vient de dire, sur les traitements de substances nicotiniques, sur les solutions, sur la vape, lutter contre la désinformation. Donc c'est exactement à ça que ça sert. C'est évidemment gratuit. Alors en tout cas, gratuit, les traitements ne sont pas gratuits, ils sont remboursés, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'informer sur le sujet. Et oui, c'est pour tout le monde, sans exception. Oui, il y a des opérations vraiment de santé publique, on voit beaucoup d'affichage dans les pharmacies aussi, etc. Donc il y a une... Et ça ne concerne pas que les fumeurs. Oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'il y a aussi l'environnement des fumeurs. C'est ça. Vous avez le droit d'avoir un enfant, un mari, un père qui fume, et de vouloir l'informer ou avoir les bonnes informations. Voilà. Ouais. Alors par contre, ne vous improvisez pas addictologue. Voilà, le mieux, commencez pas par lui dire il faut régler le problème, ça va pas aller. Je sais que ce n'est pas que de la motivation, mais voilà. Non, il faut, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ouais, la contrainte, non. Et est-ce que tu irais jusqu'à dire que finalement, si on n'est pas contraint, on peut peut-être se dire aussi, je tente, mais sans me mettre de pression, et tant pis si finalement je rechute. Ce sera toujours quelques cigarettes de moins de gagner. Alors, c'est pas que c'est conseillé, c'est que c'est indispensable de faire comme ça. Parce que beaucoup de personnes sont ambivalentes. En fait, elles sont partagées. Et vous pouvez avoir un de vos proches qui vous évoque le sujet que lui, non, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, c'est pas le moment. Il y a toujours une raison qui fait que ce n'est pas le moment. En fait, ce n'est jamais le moment. Mais le plus simple à ce moment-là, c'est plutôt que de se dire « je vais attendre le moment où j'aurai décidé d'arrêter de fumer », non, c'est ce que je disais tout à l'heure à une collègue pendant une formation. Je lui ai dit, mais non, pourquoi attendre? Elle m'a dit, je fume un paquet par jour. Je lui ai dit, mets 2 patchs et vois. Puis vois. Après tout. Parce qu'elle peut mettre ses patchs et fumer, puis en fait, elle n'aura pas envie de fumer. Alors, en fait, ça réduit... Comment dire? L'envie de fumer vient du fait que quand on fume, on soulage le déplaisir de ne pas fumer. En fait, c'est un grand déplaisir de ne pas fumer, parce que le taux de nicotine diminue. Donc, le plaisir qu'on ressent vient du soulagement de la douleur.
quand même, en tant que rhumatologue, on donne quelques traitements antalgiques parfois. Je pense que les patients qui souffrent de pathologies rhumatologiques ont des douleurs, vu que je les vois ici, et que des douleurs assez importantes. Quand on soulage ces douleurs, souvent, c'est quand même n'importe quel patient peut dire qu'il se sent mieux et qu'il ressent du plaisir au soulagement de la douleur. Au niveau neurobiologique, la diminution du taux de nicotine et le manque de stimulation dopaminergique qui va avec, etc., ce parasite du circuit de la récompense fait qu'en fait, la personne ressent les symptômes de manque. Donc c'est une forme de douleur. Et donc, quel meilleur plaisir à ce moment-là que de reprendre une cigarette? C'est pour ça que la cigarette du matin est extraordinaire. Tous les récepteurs sont vides. Agent de la nuit Ah bah oui, il n'y a plus de nicotine. Ah bah à ce moment-là, le shoot est fantastique. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui a témoigné justement. Hier, première journée sans cigarette, je souhaite me séparer de ce poison et je mise beaucoup sur les bénéfices. Où trouver encore plus de motivation et de soutien? Alors, les applications, évidemment, j'en ai parlé pour le coaching, la possibilité d'être suivi par un tabacologue, il faut aller sur Tabac Info Service. Mais ce qui est très important, et il faut le retenir, c'est qu'il y a aussi, et beaucoup de gens ne le savent pas, sur les applications, des forums, des groupes d'échange, des groupes de soutien. Et en fait, c'est comme intéressant d'évoquer le sujet, par exemple, ne serait-ce qu'avec des proches qui eux-mêmes se sont libérés. Parce qu'en fait, ils vont pouvoir partager avec vous le plaisir qu'ils ressentent à s'être libérés. Alors, sans pour autant que ça soit moralisateur, si vous-même, vous êtes quelqu'un qui a arrêté de fumer, vous dites, tu vois, tu peux y arriver, parce que moi, j'y suis arrivé. Il faut être méfiant avec ce type de message. Par exemple, de dire, oui, non, mais c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Il faut privilégier les interlocuteurs empathiques qui vont plutôt dire, bah ouais, c'est vrai, je me rappelle, à telle phase, j'étais... c'est pas facile. C'était dur, voilà. C'est mais pas facile. accroche-toi parce que moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison si moi j'ai réussi que tu n'y arrives pas. C'est peut-être plutôt comme ça. Ouais, ou en tout cas, de toujours marteler l'idée que quand on bénéficie d'un traitement de substitution nicotinique adapté, c'est-à-dire bien ajusté, etc., c'est quand même beaucoup moins inconfortable. C'est ça qu'il faut bien retenir. C'est ça. C'est vraiment important de noter ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment aussi, si vous avez eu quelqu'un qui vous a prescrit des substitutions et que vous voyez qu'en fait, ce n'est pas suffisant, le ressolliciter en disant il faut peut-être plus. Quoi. Ah, par contre, soyons clairs. Hein. Je vous regarde, je vous le dis, soyons très clairs. Tous les substitutions nicotiniques ne seront jamais un shoot de nicotine. Ce n'est pas équivalent à un shoot de nicotine. C'est ce qu'on peut dire aux patients qui ont des addictions aux opiacés, qui vont prendre des traitements de substitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, ce n'est pas équivalent, ce n'est pas ça. C'est plus une délivrance un peu continue, déjà. Et c'est une délivrance continue, mais c'est surtout le principe, l'objectif recherché, c'est de soulager le manque. Voilà, c'est ça l'objectif recherché. Merci. Alors, diagnostiqué il y a 4 mois, je me pose beaucoup de questions. Existe-t-il un lien entre le tabac et la spondylarthrite ankylosante? Ma rhumatologue me dit que le tabac est incompatible avec les biothérapies. Oula, alors encore une fois, je pense que c'est important le tabac, c'est incompatible avec la grossesse, c'est incompatible avec les chirurgies, c'est incompatible avec tout. Mais si c'était un choix, ça se saurait. C'est une addiction. Donc, évidemment, on ne doit jamais négliger que les personnes fumeuses, tous les fumeurs, en fait, le plus souvent, savent que fumer n'est pas favorable. Je n'avais pas besoin d'aller leur répéter. Et donc, moi, ce que je dirais, madame, je crois, c'est que, effectivement, oui, il y a des bénéfices importants à réduire sa consommation de tabac parce que ça augmente l'efficacité des traitements, parce que ça améliore beaucoup de paramètres sur la cicatrisation, sur l'oxygénation, il n'y a plus de monoxyde de carbone, il y a énormément de paramètres, le sommeil, l'anxiété, tout ce que je vous ai dit dans la présentation. Et ça réduit l'inflammation aussi, ça permet une réduction de l'inflammation parce qu'il y a beaucoup de facteurs pro-inflammatoires dans les produits de la combustion. Donc du coup, effectivement, alors je n'emploierai pas le mot incompatible, je dirais que c'est très favorable d'interrompre l'inhalation des produits de combustion et d'avoir un bon traitement de substitution nicotinique dans son cas. Et oui, c'est très favorable. Oui. Non, pour parler clairement, il n'y a pas de contre-indication à prescrire une biothérapie chez un fumeur.
ça c'est clair et net. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, vous imaginez, d'autant plus qu'on sait que le tabac est un facteur favorisant des rhumatismes. Donc des gens avec des rhumatismes inflammatoires ayant besoin de biothérapie et qui fument, ça représente quand même une grande proportion des personnes qu'on rencontre. Donc non, il n'y a pas d'incompatibilité moléculaire entre ces produits, on va dire. En revanche, voilà, c'est ce que tu dis. Si on arrive aussi à se libérer du tabac, eh ben, on va non seulement avoir tous les bénéfices qu'on a dit de l'arrêt du tabac, mais aussi peut-être en plus, en bonus, des bénéfices aussi sur l'efficacité du traitement sur le rhumatisme. Donc ça fait un objectif supplémentaire de motivation, quoi. Un grand bonus. Bon, en tout cas, c'était vraiment une thématique qui est ressortie beaucoup, parce qu'on a eu plusieurs questions, un peu de ce style. Est-ce que le tabac augmente les inflammations, les douleurs? Donc, c'est ce que vous avez répondu. Encore sur les immunosuppresseurs, donc le tabac empêcherait les immunosuppresseurs d'être efficaces. Je dois impérativement m'arrêter de fumer. Toutes les biothérapies ont échoué jusqu'à ce jour et je souffre trop. Comment réussir à s'arrêter? Et ne me parlez pas de volonté, s'il vous plaît. Et je suis totalement d'accord avec la personne qui a dit ça. Non, il ne faut pas parler de volonté, c'est non. Il faut parler d'accompagnement, de bienveillance, de solutions. Et encore une fois, par exemple, j'ai pu voir, notamment à la maternité, ici, ou encore des gens qui, oui, on ne sait pas, la vape, si on a du recul, ou voilà. Mais pour autant, les dernières publications qui sortent actuellement sont assez claires sur le fait que, par exemple, le combo patch-vape, donc patch et vape en même temps, ou patch traitement tube nicotinique, ou patch traitement tube nicotinique plus vape, enfin, qu'en fait, encore une fois, je me répète beaucoup, mais je pense que c'est dans la répétition qu'on y arrive, c'est qu'en ayant un traitement avec un apport nicotinique suffisant, ça permet vraiment d'améliorer le processus décisionnel, d'améliorer le confort, de soulager le manque et du coup d'augmenter les chances de réussite. Et c'est pas grave si on n'y arrive pas du premier coup. C'est vraiment, c'est même fréquent. C'est sans doute la situation la plus fréquente. Mais après, on peut aussi avoir appris des fois précédentes où on a reconsommé, on a un accompagnement et on se rend compte qu'en fait, ça a été dans certaines situations ou autres, et on va apprendre de cela et avancer. Mais en même temps, comme souvent et pour tout, c'est pas propre à l'addiction, ça. Oui. Je pense que c'est pas propre à l'addiction. Ça peut être une dynamique qu'on retrouve dans beaucoup de sujets. Et alors moi, je voudrais ajouter le côté rhumato, c'est que je ne crois pas avoir vu d'articles qui disent qu'un rhumatisme qui est sévère, difficile à traiter, comme c'est le cas de la personne qui a posé la question, puisse être parfaitement guéri ou contrôlé grâce au sevrage tabagique. Donc, je ne dis pas que ça ne sert à rien d'arrêter de fumer pour soigner son rhumatisme, mais c'est une mesure parmi d'autres, tout comme on vous parle aussi je sais pas, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir un poids équilibré, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi des choses qui sont difficiles à mettre en place parce que ça demande des changements de comportement et que ça influe sur tout le quotidien. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui sont favorables à un bon contrôle de la maladie, mais ça ne remplacera pas un traitement complet. Et donc c'est un ensemble. Soigner quelqu'un, c'est donner des médicaments, c'est l'aider à trouver une hygiène de vie qui soit la plus favorable à sa santé, et puis c'est de l'accompagner de manière générale sur toutes ces maladies et pas uniquement soigner une maladie. C'est vraiment le sens aussi de ce qu'on fait en éducation thérapeutique notamment. Et juste pour dire un point important, parce que ce que tu dis est très important, beaucoup de gens imaginent et voient la cigarette comme un anxiolytique. En fait, ou quelque chose qui, moi, ça m'aide, c'est mon petit plaisir, c'est quelque chose qui me permet ça me soulage, etc. En fait, souvent, il est contre-intuitif de penser que la cigarette puisse être anxiogène ou dépressiogène. On en a parlé. Ouais. Et en fait, le truc qui est important, c'est que chez un fumeur, en fait, il va fumer, ça va soulager son manque de nicotine, mais ensuite ça diminue, puis ça remonte. Et donc, en fait, quand on réfléchit bien et quand on connaît un peu le sujet et quand on lit un peu sur le sujet, on comprend, et je souhaite vous transmettre ça, c'est que la cigarette, c'est plutôt anxiogène et dépressiogène. Et que par rapport à toutes les mesures que le docteur Frazier évoque, quand on est mieux, c'est-à-dire plus stable, moins anxieux, moins déprimé, et que forcément aussi on a peur de la prise de poids, mais quand on est bien substitué, on prend beaucoup moins de poids, voire très peu, et ce qui se passe, c'est que bizarrement, quand on va mieux,
eh ben, le reste va se mieux suit. aussi. Bah oui. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux. Mm. Et ça va ensemble. Ah, c'est vrai Donc, que pour la problématique des douleurs, clairement, la même douleur, on la ressent différemment en fonction de son niveau aussi de morale. Quoi, Ouais. hein. Mm. c'est vrai. Alors, je voudrais rebondir juste sur deux choses. Alors, je ne sais pas s'il y aura eu des messages là-dessus, mais tu parlais de maternité. Donc, du coup, une personne qui est enceinte, qui a un rhumatisme inflammatoire ou non, mais qui est en cours de grossesse, donc peut mettre des patchs, mettre de la vape. Qu'est-ce que tu disais Tout. sur cette information-là? La même chose, tout. C'est la même chose, je dirais, vu qu'il y a une grossesse, on a envie de mettre le paquet. En tout cas, dans le plan national de réduction du tabagisme publié par l'État français, dans notre pays, c'est un point majeur, c'est un point très très important. Il y a les jeunes, évidemment, qui est une cible prioritaire et fondamentale, c'est indispensable. C'est eux qui sont ciblés par l'industrie du tabac, donc il faut les protéger, il faut tout faire pour trouver des solutions afin de les aider à ne pas tomber dedans, parce que l'objectif de l'industrie du tabac, c'est de tout faire pour les faire tomber dedans le plus tôt possible, pour les accrocher. Et évidemment, pour les femmes enceintes, pareil. Alors après, oui, on va aller plus loin. Non mais je sais où je vois où tu veux en venir. Les pictogrammes sur les médicaments, grossesse, etc. Alors, c'est un sujet... on ne va pas rentrer dans une polémique sur le CRAT, la NSM, etc. Ce qui est certain, c'est que si les gens se posent des questions, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les recommandations qui sont édictées par la Sécurité sociale ou de façon générale pour les femmes enceintes, c'est les traitements de substances nicotiniques, en tout cas c'est l'arrêt du tabac. Et vous avez pu entendre, par exemple, que arrêter de fumer augmentait le stress et que donc c'était pas mieux de garder quelques cigarettes pour pas être trop stressé ou ce genre de message. Non. Parfois on entend ça. Oui, mais non. On m'a dit qu'il fallait que j'en garde 4-5, c'était moins stressant pour le bébé. Mais oui, mais en fait, en réalité, je me répète, je pense que arrêter la nicotine brutalement, ça peut entraîner du stress. Et c'est une réalité. C'est vrai. Voilà. Mais là, on est en train de parler d'arrêter l'inhalation des produits de combustion. On n'est pas en train de... Nicotine n'est pas égale la cigarette. Voilà. Et avec un traitement de substitution nicotinique bien conduit, il y a une étude qui a été faite en Irlande il n'y a pas longtemps dans une grande maternité où la publication était très claire. Ils ont comparé des groupes d'ex-fumeuses, de fumeuses et d'ex-fumeuses avec vape, sans vape, traitement de substitution nicotinique. Et le seul groupe qui ressortait avec les retards de croissance intra-utérin, les fausses couches, enfin bref, toutes les complications qu'on connaît, c'est le groupe fumeur. C'est le seul groupe qui ressortait. Tous les autres, ne ressortaient pas avec un surrisque. Donc, concrètement, le facteur de risque, c'est fumer. Donc, il n'y a pas de doute ou d'hésitation à avoir. Et donc, je voulais aussi vous poser la question par rapport au poids. Là, vous avez discuté un petit peu équilibre, hygiène de vie, etc. C'est une légende, on arrête de fumer, on prend du poids. Tu disais c'est minime, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Alors, ce n'est pas une légende, il y a des facteurs, on ne va pas rentrer dans tous les détails, des facteurs métaboliques, il y a plusieurs facteurs et je pense qu'on va sur le site Tabac Info Service, tout est bien expliqué. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre l'idée que quand on est en manque, en fait, c'est comme si, imaginez, vous avez une sorte de stimulation dopaminergique et vous l'enlevez. Donc forcément, le cerveau va sentir un manque. Donc forcément, il va vouloir compenser. C'est un peu logique. Donc forcément, vous allez aller vers le sucre, le gras, le grignotage. Par rapport plaisir, au circuit de la récompense. C'est logique. Voilà. En même temps, on va vouloir simuler ça avec un morceau de chocolat. Sans compter le côté gestuel, vous avez plus de cigarettes, la bouche, l'oralité, tout ce qui va avec. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, toutes les stratégies potentiellement acupuncture, hypnose, etc. peuvent être très utiles à utiliser, pourquoi pas. Voilà, c'est l'hypnose, ça peut être très utile parfois. Et aussi que quand on est, je répète, bien substitué, forcément le risque de prendre... On a moins ce manque de récompense. Oui, totalement. Mais sous réserve d'avoir une quantité suffisante. Alors moi, je vous donne comme ça que tout soit clair, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais je le répète. Si je vois un patient qui fume 2 paquets par jour, ce qui est quand même assez élevé comme quantité de tabac fumé, d'accord, nous nous en sortons rarement à moins de 3 patchs de 25 mg ou 21 mg, au minimum. Alors, c'est vrai que c'est pas très,
très courant ou très commun. Beaucoup de gens se disent on commence à 3 patchs en même temps, ou même parfois 4. En même temps? Oui. Ah oui, tu en Oui. mets 2 à gauche, 2 Ah à oui. droite. Oui. D'accord. Mais en même peux en temps, mettre partout. c'est comme pour n'importe quel médicament. Si la posologie n'est pas suffisante et si la personne n'est pas soulagée, elle va, je sais pas, imagine que chercher tu ses prescrives nicotines ailleurs. Ouais. prescrives un médicament à un patient, que la dose soit très insuffisante, il va revenir voir, docteur Frazier, ça ne fonctionne pas, votre traitement. Ce qui est logique. Mm. Et donc, c'est le même raisonnement. Il faut Voilà. se donner les moyens d'une posologie suffisante. Voilà. Et en Même plus, là, ce qui est si bien, c'est beaucoup. il n'y a pas vraiment de limite. La limite, ça va être ce qu'on va être capable de supporter, tout simplement. En même temps, quand un Et patient... si ça fait 20 ans qu'on fume 2 paquets, on est capable de supporter une Non, grande mais quantité Aline, de nicotine. quand un fumeur a envie de fumer, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fume. Et s'il a encore envie de fumer? Il en reprend une autre. Et s'il est en soirée, qu'il est avec des potes et il a encore envie de fumer, il fait quoi? Écoute. Le paquet? Ou même 2. Ouais, ou même 2. Alors que c'est des personnes, parfois on peut avoir des personnes qui vont fumer en moyenne quelques cigarettes par jour, je sais pas, 5, Oui. 6, une dizaine, Et à et la qui vous soirée, disent quand je suis en soirée, je peux en fumer 2 paquets. Mais ça s'appelle une autotitration. C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'en gros, avec l'alcool, etc., ils vont consommer beaucoup plus. Mais ils ne fument pas tout le temps comme ça. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir des solutions. Eh bien, merci. Du J'ai coup, ça deux répond un autres- peu, je pense, Ah oui, à la tu as une question qu'on a question, reçue sur ça, sur la question de la prise de poids. Elle pensait notamment au film Le Pari, je ne sais pas si tu te rappelles. C'était quoi la question, Aline? Et donc, elle disait, y a-t-il un accompagnement sur la prise de poids, notamment parce que les mobilités sont plus limitées à cause des rhumatismes aussi. Donc, Ah oui. prendre du poids quand on a un rhumatisme, c'est encore plus Oui. embêtant. C'est vrai. Voilà, donc tu parlais de l'hypnose, tu parlais aussi de l'importance d'une substitution diététiciennes. suffisante pour limiter ça, et puis un accompagnement par des diététiciens. C'est ce qu'on fait ici, avec les diététiciennes qui vont pouvoir échanger sur l'alimentation, l'équilibre alimentaire, le rythme nictéméral. On néglige ce paramètre. Alors là, ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais le sommeil, quelle importance! L'importance monumentale. Vous pourriez faire une émission sur le sujet du sommeil. Non, mais le sommeil, c'est un sujet majeur, vraiment important. En fait, c'est un facteur favorable à l'amélioration du sommeil sur tous les items, sur le poids, sur l'humeur, Alors, je vais pas me faire je pourrais me faire le relais de Pierre-Alexis Geoffroy que je connais bien, qui travaille à Bichat et qui est un grand expert sur le sujet et qui connaît très bien le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, voilà, Une ce notion à penser paramètre-là. également, ouais. Mais quand on a un traitement adapté, il y a moins de troubles du sommeil, etc. C'est un effet vertueux en cascade. J'ai une polyarthrite rhumatoïde et je commence l'IMET ce jour. Fumeuse, un paquet par jour. Je bois aussi 1 à 3 verres de vin le soir. Le médecin me dit d'arrêter. Ok, je comprends. J'ai envie d'arrêter de fumer, de boire, j'ai envie d'être une bonne élève. Mais comment faire quand on est déjà usé par toutes les souffrances, quand on est au bout du rouleau nerveusement? Alors moi, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Ne vous mettez pas la pression, surtout pas. Voilà. Vous commencez très simplement, vous allez voir votre médecin, votre rhumatologue ou votre médecin traitant, ou peu importe, une infirmière ou n'importe quel prescripteur, où vous faites prescrire les patchs. Les patchs, c'est la simplicité, les patchs, c'est le confort, vous n'avez rien à faire. Comme ça, au moins, vous avez juste, vous voulez le matin, vous mettez vos patchs, vous les gardez, le lendemain, vous les enlevez, quand vous vous douchez, vous nettoyez et vous en remettez. Ça vous permet, par rapport à la courbe que je vous montrais, au schéma que je vous montrais, d'avoir une substitution suffisante. Voilà. Et ensuite, non-stop, comme ça, voilà, on continue. On continue. C'est le confort, il n'y a pas à réfléchir. Et ensuite, en vous faisant accompagner par un addictologue ou un tabacologue, vous pouvez aussi avoir un addictologue. Si vous pensez que votre consommation d'alcool pourrait nécessiter un accompagnement spécifique, il y a des centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, dès que ça part. Il y a des consultations avec des psychiatres addictologues. Il y a des possibilités d'avoir des solutions. En étant accompagné, ça fonctionne mieux. Et ne jamais oublier, je suis médecin en équipe de liaison et de soins en addictologie à la Riboisière, les ELSA. Ne pas oublier que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des ELSA. Et que les ELSA, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire qu'on vient voir les patients dans les services, comme quand vous nous sollicitez. On vient à votre rencontre pour échanger sur le sujet des addictions, pour échanger sur les solutions potentielles, sur les traitements potentiels. Et c'est à ça que servent les ELSA. Et c'est très important parce que c'est vraiment... parfois, on peut rencontrer des patients qui, à l'instar de madame,
ne voit pas comment il pourrait y arriver. Mais ce qui se tient, on sait qu'on n'est pas bien. Là, on sent que c'est les béquilles, un peu, le tabac, l'alcool, oui, comme ça. Oui. Après, est-ce que 1 à 3 verres par jour, par soir, on peut parler d'addiction? Alors, c'est pas tant le problème de l'addiction, c'est important, Oui. mais je pense qu'il y a l'addiction, mais il y a aussi, c'est une évaluation globale quand on voit des médecins d'Elsa. C'est-à-dire que l'évaluation sur l'humeur, sur le sommeil, on fait une évaluation globale, et parfois, il peut y avoir des symptômes dépressifs, il peut y avoir des symptômes anxieux. Et en gros, l'idée, c'est aussi de partager cette idée qu'un traitement adapté. Les patients ont peur des psychotropes parfois. Ils ont peur des psychotropes, des antidépresseurs, des neuroleptiques, parce que les psychiatres, la psychiatrie, on va dire que je suis la psychiatrie, oui. Oui, mais forcément. Mais il faut. Mais il ne faut pas se moquer des personnes qui ont cette peur, parce que on c'est peut comprendre que les gens ont cette représentation. Bah oui. Moi, j'ai pas de souci. Mais on est là pour les rassurer, leur dire que nous, moi, je suis pas là pour transformer les gens en zombies. Oui. On leur propose des stratégies, des solutions, un accompagnement. Et finalement, un antidépresseur, si je comprends bien, c'est un peu comme un patch. Ça, c'est juste pour aller bien, en fait, non? Ou c'est s'il y a une bonne indication. Oui, si c'est bien encadré, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. D'accord. Souvent, beaucoup de personnes... alors ça, c'est un sujet sur l'alcool, mais ça va ensemble. L'alcool, par exemple, est une substance très dépressiogène. Mais beaucoup de gens... C'est contre-intuitif, parce qu'en fait, l'alcool, c'est d'une efficacité redoutable. C'est redoutable. C'est un anxiolytique d'une puissance incroyable, l'alcool. C'est un désinhibiteur et un anxiolytique. Donc du coup, forcément, on se dit, mais non, l'alcool, c'est génial. Alors qu'en fait, quand on voit des médecins qui peuvent évoquer ce sujet avec vous et qui connaissent ce sujet, les patients ou les personnes qui ont des consommations, pas forcément des personnes qui boivent 2 bouteilles de whisky par jour. On ne parle pas de ça, on parle de consommation, de quelques verres de vin, etc. Ils ressentent les bénéfices de la réduction de leur consommation ou bien de l'interruption des consommations certains jours, de la reprise du contrôle. Voilà. Donc du coup, ça vaut le coup, parfois, ne serait-ce que d'en parler avec son médecin rhumatologue, de pouvoir, si on est hospitalisé, de voir une équipe d'Elsa ou d'en parler avec son médecin traitant. En tout cas, ça vaut le coup de pouvoir bénéficier de cela. Moi, je vais me permettre une petite remarque sur ce qu'a vécu cette dame, parce qu'en fait, il faut savoir faire son autocritique. Moi-même, ça doit m'arriver de dire à des gens ce serait bien si vous arrêtiez de fumer, ce serait bien si vous arrêtiez de boire, mais c'est pas suffisant, en fait. Notre rôle de médecin, c'est aussi justement de vous transmettre ce que tu nous transmets aujourd'hui. Il existe Tabac Info Service, vous pouvez vous tourner vers un addictologue, un XASPA, etc. Parce que sinon... on vous dit allez-y, hop, arrêtez de fumer, mais débrouillez-vous. C'est pas la bonne façon. Mais il faut un accompagnement. Oui, il faut un accompagnement, mais ce qui est très intéressant, et merci Aline, vraiment, c'est que ce qu'on a réussi à faire là avec le groupe de travail, tu sais, sur la PHP, d'implémenter dans le dossier Orbis, donc le dossier informatique, une ordonnance toute prête, celle que je t'ai présentée, où il y a toutes les informations, le traitement de substitution nicotinique, et au verso de l'ordonnance, tu as vu toutes les informations que je vous transmets, la Tabac Info Service, les applications, le surdosage, sous-dosage, comment l'utiliser. Et parce qu'une intervention brève, un repérage précoce, donc on repère, mais faite par tout le monde, n'importe quel médecin ou n'importe quel soignant. Il n'y a pas besoin d'être addictologue. Le volume est quand même un peu élevé. Ça fait beaucoup. Beaucoup de travail. Je pense que, pour être honnête, l'équipe d'Elsa qu'on est, on a beaucoup de motivation et on est vraiment très partant. Mais honnêtement, avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourrait pas absorber toute cette activité. Donc, c'est comme tu dis, tout le monde qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'on a fait cette ordonnance toute prête, vraiment, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Si vous consultez dans nos hôpitaux, vous savez que vous pouvez nous solliciter et on trouvera votre ordonnance toute prête. Et on aura vraiment, en plus, ce sera facile pour nous et ça vous permettra d'être mieux accompagnés. Et donc, dans l'accompagnement, tu disais tout à l'heure, par exemple, l'hypnose, mais nous, dans les programmes d'éducation thérapeutique, il y a souvent des ateliers proposés en accompagnant, comme de la sophrologie, de la méditation de pleine conscience, qui permet un peu de gérer le stress, l'anxiété, les douleurs, qui parfois, on se dit, je vais boire un verre, j'aurai moins mal. Parfois, faire un peu de méditation ou de sophrologie, ça permet aussi d'être un peu moins stressé, d'avoir moins de douleurs. Voilà, puis on peut être individuellement plus ou moins sensible à telle ou telle méthode de gestion du stress ou de bien-être. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette diversité et que ça peut être intéressant de se faire une expérience avec ça. Moi, je suis convaincu que la meilleure méthode, c'est celle que choisit la personne. Absolument. Un bon massage, un bon bain chaud. Alors certaines évidences sont bonnes à dire. C'est une évidence, mais bon. Alors j'en ai une dernière question. Depuis l'arrêt du tabac, la spondylarthrite ankylosante est en sommeil, hasard ou pas? J'y crois pas.
On ne croit pas au hasard. Bah non. Bon, c'est étrange, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, j'en ai une collègue, pareil. Après, c'est comme récurrent. Elle arrête de fumer, elle tombe enceinte 3 mois après. Quelqu'un qui a une maladie inflammatoire arrête de fumer, bizarrement ça va mieux. Et les études qui sont toutes à peu près concordantes sur le sujet. Bon. Alors, hasard, non. Moi, je pense que... Alors, encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ce n'est pas le seul paramètre. Voilà. Mais encore une fois, c'est des effets de cercle vertueux. C'est un paramètre avec d'autres, et l'ensemble de tous ces paramètres font que on va mieux. Peut-être qu'elle avait commencé un alignement des traitement planètes. et qu'au bout de quelques mois, plus le tabac, plus... Voilà. Peut-être que d'autres choses c'était qu'elle n'a même pas qui vues, manquaient pour aller mieux dans tout ce qui avait déjà été entrepris. En tout cas, le principal, c'est d'aller mieux et d'en profiter. Et oui. On a fini ? On a fini toutes les questions. On n'a pas d'autres questions ici. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait une belle émission. J'espère que nos auditeurs seront d'accord avec ça. En tout cas, on a passé des messages importants. Libérez-vous du tabac en ce mois sans tabac et vous vous sentirez mieux. Il y aura plein de bénéfices. Quelqu'un nous disait, il faut vraiment parler des bénéfices. C'est très important. Le plaisir d'arrêter de fumer. Et voilà. Partager le plaisir d'arrêter de fumer. Ouais. Vraiment. C'est impressionnant. Je pense que c'est le message, être bienveillant. Et vraiment garder en tête le plaisir de se libérer du tabac. On reste sur ce mot de la fin magnifique. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Vigo TV et merci de votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.